Bonjour, bonjour à tous. On laisse les personnes arriver, se connecter. Bienvenue à tous. On va attendre quelques minutes le temps que les personnes arrivent. Bienvenue à ce webinaire sur développer les premiers réflexes en santé mentale en entreprise. Alors, on a de nombreux inscrits. C'est vrai qu'en même temps, les personnes sont très sollicitées cette semaine pour la semaine de la qualité de vie au travail et des conditions de travail. En attendant que les gens se connectent, on va proposer pour ceux qui sont là déjà, merci à vous d'être à l'heure, un petit sondage qui va prendre un petit peu de temps, comme ça vous pouvez déjà commencer à vous connecter avec le sujet et à répondre à cette première question qui devrait s'afficher. Et puis après, on fera des présentations et on pourra démarrer plus formellement le webinaire. Et dans ce sondage ? Ok. Et alors, pour voir le sondage, ok. Bonjour à tous. Bon, on attend encore une minute, mais comme on a quand même prévu de dire beaucoup de choses, des bons retours d'expérience, je propose que dans une minute, c'est-à-dire à 11h03, on démarre, avec peut-être d'abord les résultats du sondage, et puis après, le fond de ce qu'on peut vous apporter. On a tous un bon espoir que vous puissiez repartir avec des outils concrets, des tips, des manières de voir, des retours d'expérience, des visions qui viennent et du privé et du public. Donc, on a beaucoup de choses à vous dire, et on ne voudrait pas prendre trop de retard. Je voudrais dire merci aussi à Clarisse qui est dans les coulisses, qui va nous mettre les sondages et qui va pouvoir aussi répondre aux questions, enfin nous transmettre les questions et pouvoir animer ce moment-là. Merci Clarisse. Alors, il est 11h03. Je ne sais pas si des personnes ont déjà répondu. Une fois que on peut déjà afficher les premiers résultats. Et ok. Je veux bien que tu me montres où on affiche les premiers résultats. Ok. Alors, dans votre entreprise, qui est généralement le premier point de contact qui est le premier point de contact lorsqu'un collaborateur va pas très bien ou va mal. Donc là, vous nous dites, et c'est parce qu'on entend tout le temps. Donc moi-même, je suis étonnée, mais Benoît, c'est intéressant aussi. Je te vois. Vous nous dites les RH en premier. Alors là, c'est en train de changer un peu le manager. C'est vrai que souvent, on a le manager ou des collègues en premier. Le RH ne vient pas en premier lieu parce qu'on le verra dans le cadre de ce webinaire. Il y a notamment parfois des peurs, des inquiétudes de parler au RH. Donc, ce qu'on entend souvent, nous, c'est le manager en premier. Là, je vois que ça monte, les personnes arrivent et on est à 42%, et les collègues aussi. On va le laisser se dérouler un peu le temps que les personnes arrivent. Et ce que je propose, c'est peut-être de vous laisser la parole. Donc, Benoît, peut-être toi dans un premier temps, et après Martin, nous raconter qui vous êtes et qu'est-ce qui fait que vous êtes content d'être là aujourd'hui pour ce webinaire sur développer les premiers réflexes en santé mentale en entreprise. Benoît. Oui, merci Sylvie. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, moi, je suis Benoît Pradeux, donc je travaille au sein du Crédit Mutuel Arkea. Donc, c'est un groupe bancaire qui a à peu près 11 500 collaborateurs et environ une trentaine de filiales. Et donc, moi, mon job, c'est d'être responsable d'une équipe engagement sociétaux et employeurs responsables. Alors, ça fait beaucoup de mots, mais en fait, on travaille sur tout ce qui est diversité et inclusion, engagement citoyen et prévention des risques professionnels, ce qui va forcément faire un lien très direct avec ce qu'on va raconter. Et en fait, je suis très content d'être là parce que je me dis, si je peux donner quelques outils très pratico-pratiques et un retour d'expérience terrain aux personnes qui nous suivent, ben, ça m'aurait fait gagner du temps, moi, il y a 4 ans et demi, donc j'aurais bien aimé repartir avec ça. Voilà. Ok, super. Donc, faire gagner du temps aux personnes qui sont là, super. Martin.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Enchanté, donc moi je suis Martin Mine, je suis responsable du pôle partenariat au service d'information du gouvernement. Alors pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers des arcanes de la communication publique, et vous avez bien le droit, le service d'information du gouvernement, ou SIG, est un service de Matignon, donc on est rattaché directement au Premier ministre, et parmi les missions qu'on a, on a principalement celle de coordonner toute la communication gouvernementale, donc on est une administration, et en gros on s'occupe avec tous les ministères de mettre en œuvre toutes les grandes campagnes de communication et d'information publique que vous pouvez voir dans la rue, sur vos téléphones, à la radio. Et donc, dans ce cadre-là, on porte notamment les campagnes sur la santé mentale, qui, vous le savez, est grande cause nationale depuis 2025 et qui a été reconduite en 2026. Et donc, c'est d'abord à ce titre que moi, donc, je suis ravi de pouvoir participer aussi à ce moment ensemble pour justement voilà, vous donner un petit peu plus de billes sur ce que c'est que la grande cause nationale, quelles sont les aides publiques qui existent et qui ont été développées dans ce cadre-là, où les retrouver, et in fine porter avec vous le message clé de ce grand dispositif qui est vraiment qu'on a tous un rôle à jouer pour la santé mentale, pour la sienne et celle des autres, que ce soit dans sa vie privée ou dans sa vie professionnelle. Et donc voilà, je suis très heureux de pouvoir venir porter toutes ces informations-là. Ok, merci Martin. Je sais que tu pourras nous apporter aussi des tips et des outils concrets à travers toutes les ressources que vous avez déployées. Donc moi, je suis Sylvie Chauvin, je suis psychologue du travail, ex-DRH, et j'accompagne Moka depuis le début en tant que psychologue, en tant aussi que directrice du comité scientifique. Moka.care, c'est une entreprise qui aide en fait à faire de la santé mentale un levier de performance durable au sein de vos entreprises. Et donc pour ça, on intervient à différents niveaux, prévention primaire, secondaire, tertiaire, avec soit des formations, soit des entretiens avec des psychologues, soit des audits RPS. Enfin voilà, on a plein d'outils à notre disposition. Et c'est à ce titre que je suis là aujourd'hui. Alors peut-être j'ai envie de donner la parole. Martin nous a expliqué ce que c'était que la grande cause nationale et nous donnera dans un deuxième temps peut-être des tips et pas mal d'informations. J'ai envie de vous partager des premiers chiffres que nous avons, nous, Moka, sur la santé Mmh. mentale. Cette étude que nous faisons avec l'aide du BCG, du GHU de Paris, cette étude qui nous dit que globalement, ça fait la deuxième année qu'on fait le baromètre de la santé mentale, que les salariés, en fait, ont des grosses attentes de la part de leur employeur sur le sujet de santé mentale. Et ça a beaucoup changé. Moi, j'ai commencé à travailler il y a longtemps, et c'est vrai qu'il y a 30 ans, par exemple, j'étais psychologue, et dans les services RH, je ne devais pas trop dire que j'étais psychologue. Ce sujet-là n'était pas du tout un sujet en visibilité, le sujet de la santé mentale. Aujourd'hui, donc ce sont des chiffres qui datent de mars 2026, donc des chiffres récents. 85% des salariés, ils attendent des mesures de protection. Et puis en même temps, on a des salariés, même si cette enquête a montré qu'il y avait quelques points positifs avec une petite amélioration sur certains sujets, on a quand même encore 70% des salariés qui nous déclarent avoir déjà ressenti au moins un trouble de santé mentale lié au travail. Donc des grosses attentes des salariés et en plus parfois une espèce de discordance parce qu'il y a de l'attente, mais en même temps, comme le dit l'outil, là, 43% des salariés, là, ce qu'on a dans notre petit sondage, disent que c'est plutôt les managers. Ils vont voir les managers ou les RH, bon, les collègues, 43% les managers, et pour autant, les managers, ils n'ont pas été vraiment formés à ce sujet-là. Donc peut-être, moi aussi, je partage ce meilleur espoir avec vous qu'à la fin, que vous soyez manager ou RH, que vous puissiez repartir avec des choses concrètes à faire pour quand un collègue va mal, quand un salarié va mal, avoir des premiers réflexes indispensables. Alors, j'ai envie de poser la question peut-être à Benoît par rapport à son retour d'expérience chez Arkea. Tu as mis en place une communauté de bienveilleurs et comment tu as démarré ce sujet? Comment ça s'est passé au démarrage? Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette histoire-là? Oui, effectivement, parce qu'on zoome tout de suite sur cette communauté-là, mais au démarrage, ce qu'on a voulu, c'est effectivement clarifier un peu les périmètres d'intervention et voir quel tiers de confiance pouvait nous aider, pour avancer sur ces sujets et capter ces fameux signaux faibles que tu évoquais, qui sont très difficiles à percevoir parfois et encore plus à relayer. Et effectivement, on a mis en place une communauté dédiée et j'étais assez stupéfait de regarder les résultats du sondage juste avant, parce qu'en fait, on zoome tout de suite sur le manager de proximité et ce qu'on pouvait vivre chez nous, c'est que finalement, cette captation de signaux, en tout cas ces échanges, ils avaient lieu et très souvent, ils n'étaient pas orientés vers les RH ou vers les managers. Donc on avait pas mal de collaborateurs qui se tournaient vers d'autres collaborateurs et d'autres collaboratrices
Pas du tout RH, pas forcément manager de proximité, mais surtout qui étaient des personnes de confiance. Et on sentait aussi qu'on avait, quelques collaborateurs et collaboratrices qui jouaient un petit peu ce rôle de captation de signaux faibles et qui, potentiellement, s'ils avaient des relais, qu'ils connaissaient bien, bah, aiguillaient les gens. Et donc on s'est dit: «OK, il y a quelque chose qu'on vit en entreprise qui n'est pas cadré, qui nous semble, bah, à minima intéressant, voire utile. Comment on peut avancer sur ce sujet?» Donc vraiment l'enjeu pour nous, ça a été de structurer ce réseau de proximité et finalement on a avancé sur ce rôle qui est un rôle, chez nous qui est maintenant très encadré et qui est un rôle de bienveilleur et de bienveilleuse. Donc on a aussi, marketé un peu le sujet pour avoir un réseau, pour avoir une terminologie et pour, bah, effectivement cadrer tout ce qu'ils pouvaient faire, à leur niveau. OK, super. Et du coup, ces bienveilleurs et ces bienveilleuses, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus très concrètement sur, bah, aujourd'hui, combien vous en avez? Comment vous les avez formés? Comment ils ont réussi à faire ces premiers gestes? Voilà, un peu de concret sur cette opération-là. Ce qui a peut-être bien marché avec le recul maintenant et peut-être aussi ce qui a été plus complexe. Enfin voilà, nous raconter un peu plus dans le détail. Ouais, complètement. On a un petit recul maintenant de 4 ans et demi sur le sujet, donc ça commence à être assez significatif. Effectivement, donc il y a 60 personnes, vous les avez à l'écran à peu près. Finalement, ce qu'on voit et de manière assez claire, parce qu'on me pose très vite la question de savoir: «Mais, ça sert, ça marche, c'est utile?» Bah, en fait, oui, ce qu'on vit nous, c'est que c'est très utile parce qu'il nous capte beaucoup de situations et que la grande majorité des remontées qu'on peut avoir au sein de mon équipe et au sein de nos équipes RH, bah, viennent de ce canal des bienveilleurs. Et donc finalement, c'est le premier canal de remontée chez nous, ce qui n'empêche pas les autres de fonctionner aussi et d'être très complémentaires. Mais ce qu'on vit, c'est que c'est réellement cette remontée-là. Donc ce sont des gens en fait qui sont, identifiés, que nous on identifie auprès de notre équipe puisque nous on est vraiment le relais privilégié des bienveilleurs et des bienveilleuses et en fait ce sont des profils avec une fiche de mission bien déterminée dans lequel on a clarifié ce qu'ils devaient faire et ce qu'ils ne devaient pas faire aussi. Parce qu'en fait on a pu se rendre compte que certains voulaient un peu outrepasser finalement ce qu'on leur demandait. Moi si je dois schématiser chez nous un bienveilleur, il est là pour capter, potentiellement lever la main et signaler auprès de nous qu'il y a quelque chose qui peut poser question dans une structure ou auprès d'un collaborateur ou d'une collaboratrice. Alors les profils sont très variés, hein, c'est, finalement beaucoup de monde, beaucoup de profils différents. Ce ne sont pas des RH de métier et ce ne sont pas des managers non plus. Chez nous, on a souhaité qu'ils ne soient pas managers de proximité, pas parce qu'on imagine que le manager soit pas bienveillant, mais c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'on attend, nous, de nos managers, justement de jouer aussi ce rôle de bienveilleur et ils sont formés en ce sens-là, nos managers. Donc on a plutôt souhaité que les bienveilleurs et bienveilleuses ne soient pas managers. Tu posais la question de la formation, c'est évident qu'on les accompagne dès le début avec une formation bien spécifique et notamment sur la posture. Comment je peux accompagner ça? Quelle posture je mets en œuvre, finalement pour aller capter ces signaux faibles et jusqu'où je peux aller? Donc ça, c'est une formation, qui dure 2 jours, très clairement et qui met beaucoup la place à la mise en situation justement. Et en fait, on a, pas mal de repères sur, finalement ce que je peux faire, pas faire dans la fiche de mission, dans les exemples et aussi, vers qui je peux orienter. Parce que je le disais tout à l'heure, moi ce qui me semble hyper important, c'est jusqu'où je vais. Où Mmh. est-ce que mon rôle de bienveilleur et de bienveilleuse s'arrête? Et chez nous, de manière évidente, il s'arrête à détecter, signaler et prendre contact. Tout le reste n'est pas à la main du bienveilleur et ne doit pas être à sa main. Ça le protège lui aussi, de finalement d'aller chercher de l'information, de ne pas être formé, de ne pas être un professionnel pour intervenir. Donc ça, c'est hyper important et peut-être ce que tu disais, rapidement ce qui a marché et ce qui a peut-être moins bien marché et je disais tout à l'heure donner un peu gagner du temps. Bah, ce qui a très bien marché, c'est finalement ces relais de proximité. Je vais prendre un exemple. On a choisi dans notre réseau d'agences bancaires que les bienveilleurs et des bienveilleuses soient des gens qui sont, des volants. C'est-à-dire qui viennent donner des coups de main dans des structures où il y a de l'absentéisme. Bah, en fait, c'est quelque chose qui marche très bien parce qu'on a senti que ces personnes-là n'avaient pas de lien hiérarchique direct avec les personnes et venaient un petit peu comme un tiers de confiance dans cette structure. Et donc finalement, cette notion de proximité, bah, c'est quelque chose qui a vraiment fait un très gros point fort, pour aller capter ces signaux qui soient à la fois de la structure, mais aussi des individus qui la composent.
La communication autour du réseau, au lancement a été hyper bien travaillée et je trouve que justement ça aussi c'est hyper important parce que, on doit, tranquilliser un petit peu tous nos publics sur la mise en place de ça. Le manager de proxy, le RH de l'entité, les représentants du personnel aussi qui ont vu, ces nouveaux acteurs arriver et qui potentiellement on pourrait croire qu'ils viennent, un peu empiéter sur leur plate-bande. Ça, on l'a plutôt travaillé et ça a vraiment bien marché. Ce qui marche bien aussi, ce que je disais tout à l'heure, hein, on voit que c'est un canal qui a trouvé sa place dans les remontées et donc pour nous, c'est hyper précieux parce que finalement, on a pu, essaimer, dans toutes les entités du groupe sur ce type de fonctionnement-là. Et puis, finalement aussi, la diversité des profils et l'implantation un peu partout, ça, c'est quelque chose qui marche bien et nous, on est très vigilants à être représentatifs justement dans la cartographie géographique de nos entités, d'avoir bien des bienveillants un petit peu partout parce que un aussi des trucs qui marchent bien, c'est que finalement, moi, Benoît, je peux contacter n'importe quel bienveilleur ou bienveilleuse. Je suis pas obligé d'aller vers le bienveilleur de mon entité. Si par exemple Martin est quelqu'un avec qui j'ai tissé, des relations professionnelles un peu de confiance et que je sais qu'il est bienveilleur ou bienveilleuse parce que je l'ai vu identifié dans le réseau, je peux tout à fait le contacter. Ça, c'est ce qui marche bien. OK. Peut-être ce qui a été, plus difficile, c'est que, on a eu au début, je pense qu'on a été assez «permissif» entre guillemets sur, finalement, moi j'ai envie d'être bienveilleur, je lève la main, j'échange avec mon équipe et en fait, je suis assez vite référencé. 4 ans plus tard, on est plus exigeant sur les profils, sur la fiche de mission. Je crois qu'on s'est professionnalisé là-dessus et donc on est aussi capable de dire à nos bienveilleurs et nos bienveilleuses de temporairement suspendre cette activité, voire d'arrêter. Parce qu'on va, par exemple, considérer que la personne n'est pas en capacité elle-même de pouvoir accompagner ces profils-là. Je crois que ça, c'est quelque chose sur lequel on a peut-être un peu hésité au début et en fait, moi, mon retour d'expérience, ça serait d'être assez, intransigeant sur ça dès le départ. Je trouve Mmh. que on a eu aussi des gens qui, au départ, voulaient certainement se substituer un petit peu aux RH et donc essayer de trouver des solutions. Aller très, très loin, très, très vite. «Ah, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça» et cetera. Ça, pour moi, c'est typiquement pas le rôle d'un bienveillant. Donc ça, voilà, c'est 2 petits tips que moi, j'aurais aimé qu'on me donne. Clairement, c'est des choses au tout début sur lesquelles il faut faire, vraiment attention et puis après, il y a vraiment ce périmétrage d'activité et clarifier qui et donc aussi vers qui je me tourne. Une fois que je suis bienveilleur, vers qui je peux aller et là, en l'occurrence, on a centralisé. C'est vraiment auprès de mon équipe. Au début, on était, soit le RH de l'entité, soit chez moi dans mon équipe. Maintenant, on est vraiment chez nous d'abord et nous, on fait le relais des RH de proximité. Ça, c'est des choses sur lesquelles on a un petit peu itéré et je trouve que c'était important de le souligner. OK. Merci Benoît pour ce retour d'expérience qui est super clair. Je vais passer la parole à Martin. Je voulais juste, dire ce que je retiens aussi vraiment, c'est cette question de posture. Finalement, avec le recul, n'importe qui dans l'entreprise ne peut pas forcément être bienveilleur et cette démarche de dire on peut choisir des personnes qui le sont est très importante. Avec ma casquette de psy et chez Moka, je voudrais rajouter qu'on est très vigilants aussi, nous, quand on fait des formations ambassadeurs de la santé mentale ou premiers réflexes en santé mentale, je vous en parlerai tout à l'heure. En aucun cas, on cherche à se substituer à des professionnels de santé. Quand on a créé notre formation, avec l'aide du GHU de Paris, on a vraiment beaucoup travaillé ce sujet-là en disant, on aide les personnes effectivement à pouvoir voir ce qui ne va pas et c'est vrai que le collègue voit bien et après on oriente, on oriente. Alors on oriente et oui parce que, là Martin, c'est toi qui vas me dire l'ensemble de la documentation qui est mise à disposition des entreprises, dans le cadre de cette, grande cause nationale. Donc est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça fonctionne ces ressources? Où est-ce qu'on peut les trouver? Comment on peut aider globalement avec tout ça, les entreprises, les managers, les DRH, tous ceux qui veulent avancer sur ces sujets-là? Oui, absolument. C'est vrai qu'il y a énormément de ressources qui existent aujourd'hui et qui existent depuis longtemps et qui vont être développées. Et un des buts, pour ne pas dire le premier but de la grande cause nationale, c'est justement de pouvoir les mettre un petit peu dans la lumière et de pouvoir et de pouvoir les valoriser. Je reviens simplement un petit peu sur la grande cause nationale, sur exactement ce que c'est, hein, et ses objectifs. En gros, vraiment, le but, c'est de mieux informer les Français dans leur ensemble sur la santé mentale, de déstigmatiser la santé mentale et d'en vraiment faire un enjeu de société. Mais on sait très bien que, comment dire, les paroles incantatoires comme ça qui consisteraient à dire ah il faut que la santé mentale
devenez une entité de société et après débrouillez-vous, finalement, ça ne mène pas à grand-chose et qu'il faut vraiment aussi outiller les citoyens à tous les niveaux que ce soit, comme je le disais en introduction, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie privée. Mais il faut vraiment outiller, donner les bonnes ressources pour justement se donner les moyens de déstigmatiser, de faire progresser le sujet tous ensemble. Et on voit d'ailleurs aujourd'hui que, bon là du coup ça fait 1 an et demi que la santé mentale est grande cause nationale, on voit qu'il y a quand même un vrai mouvement collectif qui a été impulsé et qui est engagé. Je pourrais revenir un peu plus tard dessus si ça vous intéresse, mais on a vraiment beaucoup d'acteurs qui se mobilisent de plus en plus. Et je trouve par exemple que ce que Benoît, tu citais à l'instant, ça montre bien vraiment qu'aujourd'hui, il y a dans la société, le rôle de l'État, c'est aussi d'accompagner ça. Il y a un vrai mouvement dans la société où chacun se saisit du sujet. Et c'est vrai que bon, après, il y a du coup l'intérêt et c'est important de bien différencier comment est-ce qu'on peut s'investir et ne pas non plus dépasser ses propres compétences et se tourner vers les autorités et les ressources utiles et légitimes. Et ce qui fait le lien avec une des ressources principales, pour ne pas dire la ressource principale, qui a été vraiment développée dans le cadre de la grande cause nationale à destination des entreprises, qui est une charte d'engagement qui a été donc développée entre les services de l'État et l'Alliance pour la santé mentale, donc qui réunit énormément d'associations et d'organismes qui s'engagent pour la santé mentale et donc ont vraiment travaillé ensemble ce document qui aujourd'hui est porté par l'Alliance pour la santé mentale et qui en gros est un espèce de framework global ou de base pour ensuite parler de santé mentale au sein de sa structure, au sein de son entreprise. Elle sert à plusieurs choses. Elle sert d'abord à poser finalement un socle commun de discussion, se remettre tout d'accord autour des termes. Pour vraiment que au sein de l'entreprise qui est signataire et qui souhaite s'approprier cette charte-là, ils puissent tous bien s'aligner sur qu'est-ce qu'on va dire sur la santé mentale, comment est-ce qu'on va en parler tous ensemble et vraiment en faire un sujet collectif et culturel, y compris au sein de l'entreprise. Toujours avec, bien entendu, l'idée et notre objectif initial qui est de déstigmatiser le sujet. Et là encore, en fait, avoir un langage commun et avoir des pistes communes d'action, c'est un peu la base pour déstigmatiser. C'est un petit peu la condition sine qua non pour qu'ensuite le travail individuel et collectif puisse se faire. Et donc, en fait, dans ce cadre-là, une fois que grâce à la charte, on peut un petit peu se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on entend par la santé mentale, en fait, ça va aussi donner aux structures signataires une base pour identifier des pistes d'action et identifier des solutions à mettre en place. C'est-à-dire que est-ce qu'on va faire de la sensibilisation? Est-ce que ça va être créer les conditions du dialogue au sein de la structure? Est-ce que ça va être identifier des pistes pour optimiser ou changer un petit peu les modes de travail? Et encore, l'exemple des bienveilleurs est un bon exemple de genre de système qu'on peut mettre en place au service de la santé mentale. En bref, pour le dire un peu autrement, le but de cette charte, ça va vraiment être, de donner un point de départ pour qu'ensuite l'organisation puisse se questionner sur ses pratiques, identifier ce qui est déjà peut-être mis en place au sein de la structure et qui fonctionne, identifier ce qui est déjà au sein de la structure et qui peut être optimisé, et identifier aussi ce qui pourrait être mis en place demain et qui n'existe pas aujourd'hui. Ça veut dire que moi, par exemple, j'écoute, là, je suis peut-être un DRH qui écoute ce webinaire et j'ai envie de m'appliquer. Concrètement, comment je fais pour aller signer cette charte, Martin? Eh bien, c'est très simple. Vous pouvez alors déjà vous rapprocher directement de l'Alliance pour la santé mentale, qui porte en son nom cette charte-là. Donc, je vous invite à aller consulter le site de l'Alliance pour la santé mentale. Et également, vous pouvez vous rapprocher des équipes du gouvernement et notamment du service d'information du gouvernement, vu qu'on travaille beaucoup en lien avec l'Alliance. Et plus globalement, retrouver toutes les informations utiles sur un hub, mais je pourrais revenir un petit peu dessus un peu plus tard aussi si ça vous intéresse. On a un hub qui s'appelle santémentale.gouv.fr dans lequel vous avez absolument tout qui est référencé, à commencer par cette charte-là. Et donc, vous y avez accès et dès lors, vous pouvez ensuite rentrer en contact avec l'Alliance qui pourra vous accompagner votre structure pour signer en bonne et due forme la charte et développer ensuite les solutions ou les premiers pas qui pourraient vous sembler pertinents à mettre en œuvre. Ok, merci Martin. Peut-être que je voulais compléter avec ma casquette de psy sur ce que j'observe souvent dans les entreprises où on intervient avec Moka. Souvent, moi j'observe la peur d'agir par rapport à ce sujet-là.
Donc, que ce soit l'expérience avec Benoît, où on va en parler de ces bienveilleurs, où ça va permettre quelque part de parler de ce sujet, c'est OK si quelqu'un ne va pas bien pour X raisons, que ça soit avec la charte et un engagement, on va dire, au plus haut niveau, parce que c'est souvent les dirigeants qui signent, et donc on embarque une entreprise. Quelque part, le fait de faire ces premières actions, elles vont permettre de diminuer la peur. Alors pourquoi les salariés ont peur? Souvent, moi, j'entends quand j'interviens dans des groupes ou quand je suis en cabinet aussi avec des patients qui vont pas bien et je leur demande: «Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas demandé de l'aide?» Et souvent, je dis: «Mais moi, je peux pas demander de l'aide. J'avais peur qu'on me juge, j'avais peur qu'on pense que je suis faible, j'avais peur que ça ait un impact sur ma carrière, j'avais peur de me tromper même si, par exemple, quelqu'un n'a pas aidé quelqu'un, j'avais peur de me tromper, d'aller voir la personne et qu'on me dise: t'inquiète, ça va, je vais bien, je gère», même avec un peu d'agressivité, ce qu'on entend souvent dans les gens qui sont potentiellement en pré-burn-out: «T'inquiète pas, je gère». J'ai l'impression que c'est pas si grave que ça et je m'en sors. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de biais et de peurs qui fait que vraiment cette question des signaux faibles, elle est centrale. C'est ça qu'on voit et c'est vrai que si on voit pas ça, après c'est trop tard. Donc moi j'ai envie de dire qu'importe la manière de le faire, moi j'adore la manière des bienveilleurs parce qu'elle est très collective et donc c'est un processus, qui prend, mais c'est vraiment sur le terrain qu'on peut avoir ces signaux-là et que c'est par là que ça remonte. Alors peut-être on a quelques questions là, on aura un espace de questions-réponses à la fin, mais j'aime bien le faire un peu au fur et à mesure. Par exemple, il y a Aurélie, qui nous demande, 2 choses. Quelle a été la réaction des représentants du personnel, Benoît, au moment où vous avez mis en place ce sujet-là? Et la deuxième question, parce que je ne sais pas dans quel ordre vous voulez les prendre, alors vous aviez répondu un peu parce que vous avez dit qu'il y a eu une formation qui a accompagné, ces bienveilleurs. Je compléterai peut-être sur la formation, PRSM qu'on fait chez Moka. Alors déjà la réaction, des personnels, des représentants du personnel des CSE, Benoît, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? 1re réaction extrêmement mauvaise. Je OK, vais être très clair et OK. transparent, très, très, très mauvaise parce que, justement, certainement qu'on n'avait pas bien expliqué le périmètre d'intervention et donc ils se sont sentis un peu, dépossédés de ce sujet-là et presque un peu remplacés. Ce qui est évidemment absolument pas le cas. Hem et finalement, on a appliqué beaucoup de pédagogie, on est beaucoup revenu, je disais, hein, on a beaucoup d'entités, donc on a forcément pas mal de CSE et de CSEC, donc du central. Donc on est repassé et on a réexpliqué ça. Et je pense que dans la durée, ce qu'on a réussi, c'est les faire se rencontrer, ces 2 publics-là. C'est, faire se rencontrer un représentant du personnel et un bienveilleur et voir à quel point leur job, il est complètement différent. Donc voilà, je le dis facilement comme ça, mais ça nous a pris pas mal de mois et là encore, si je devais faire retour arrière, je pense que ça, c'est à bien étudier dès le début parce que forcément, ça sera vu comme, «Waouh, il y a un nouvel acteur qui vient et pourquoi il fait ça?» OK, OK. Hyper important d'avoir ce frein-là, OK. Peut-être Martin, quand on a préparé ce webinaire, tu nous as parlé de «Parlons santé mentale». J'entends aussi le pouvoir que vous avez de pouvoir communiquer là-dessus. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur «Parlons santé mentale» qui peut aider justement à parler de ce sujet-là, quoi? Ouais, absolument. Alors en fait, le Parlons santé mentale, c'est le claim, alors pour les non-communicants de la salle, c'est en gros le mot d'ordre de la grande cause nationale. Parce que là encore, et j'en reviens toujours à mon mantra de la grande cause nationale qui est de déstigmatiser, en fait, on déstigmatise en parlant tous et en en faisant un sujet collectif. Et donc derrière le Parlons santé mentale, on entend justement bien cette idée qu'on a absolument tous un rôle à jouer, individuellement et en tant que structure. Mais en parler, c'est pas forcément en parler non plus d'une seule et même voix ou de façon uniforme. Et l'idée, c'est de dire que pour en fait, quand on en parle, on a aussi différents rôles à jouer. Et je rejoins aussi complètement du coup ce que disait Benoît. Mais en fait, selon qu'on l'on se situe, on va pas forcément pouvoir faire les mêmes choses. On va pas forcément avoir à faire les mêmes choses. Et donc c'est pour ça que dans le cadre de la grande cause nationale, on a un petit peu filé cette logique de l'engagement collectif et du parlant santé mentale autour de 6 verbes clés qui sont un peu voilà, des mantras aussi qu'on va venir répéter, qu'on va venir infuser, qu'on va venir conjuguer dans les différents messages et dans les différentes dans les différents messages de communication et de prévention qui vont être diffusés par les services de l'État et nos partenaires, mais aussi pour bien réorienter vers les différentes ressources qui existent, parce que là encore, comme on le disait tout à l'heure, il y a beaucoup de ressources qui existent, qui soient développées déjà par les services de l'État, mais aussi par des acteurs tiers.
comme Mocha. Et donc, du coup, on a cette espèce de gradation, en fait, de oser en parler jusqu'à aller consulter quand ça ne va vraiment pas. Mais entre ces deux, un petit peu ces deux extrêmes, on a la notion de reconnaissance, se confier, écouter, s'écouter soi-même, écouter les autres, accompagner les autres, se faire accompagner. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir filer, de pouvoir aller un peu dans la granularité des messages pour ensuite repousser les bonnes ressources et les bonnes offres qui peuvent exister, que ce soit d'aller prendre un rendez-vous avec un thérapeute si on a besoin de consulter et d'en parler, que ce soit déjà ne serait-ce que de s'informer sur ce que c'est que la santé mentale pour se sentir ensuite en capacité de oser en parler, parce que là encore, on va moins facilement parler d'un sujet dont on ne se sent pas maître. Donc déjà, il y a aussi ce besoin-là déjà d'informer. Et donc pour ça, j'en reviens aussi du coup toujours à cet espace qui existe en ligne, qui est donc santémentale.gouv.fr, qui est vraiment un hub qui synthétise et qui rassemble absolument toutes les informations et qui va vous renvoyer toutes les informations produites par les services de l'État, qu'il s'agisse de Santé publique France, du ministère de la Santé, du ministère du Travail. Enfin, il y a énormément de ressources qui existent aujourd'hui, énormément d'informations qui existent aujourd'hui, justement pour bien comprendre et bien finalement trouver les bonnes ressources et la bonne information selon soi, la situation dans laquelle on est. Et effectivement, en fait, que je cherche de l'information sur la santé mentale au travail, j'ai un collaborateur, un collègue qui ne va pas bien, où je me dis, peut-être signaux faibles, du coup, forcément, je ne vais pas du tout aller chercher la même information que si je suis moi-même dans le mal-être et je me dis, mais je n'ose pas passer le pas pour aller voir un psychologue. En fait, du coup, on ne va pas du tout avoir besoin de la même chose. Et l'idée, c'est qu'en fait, sur ce hub, on ait rassemblé absolument toutes les ressources nécessaires pour soi, pour les autres, pour ensuite être redirigé vers les bonnes informations, les bonnes ressources. Et donc, c'est dans ce cadre, et donc ça rejoint vraiment cet objectif de la grande cause nationale qui est de parler de santé mentale en donnant les bons outils. Ok. Ah, mais vraiment, c'est super, Martin. Merci beaucoup. Tous un rôle à jouer. Je pense que c'est vraiment important d'avoir ça en ligne. Et tous un rôle à jouer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous posez le sondage en début de webinar, en vous demandant vers quel interlocuteur vous pouvez vous orienter, en fait, vous pouvez vous orienter vers tous. On pourrait rajouter effectivement les bienveilleurs. Ce qui compte, et je reviens là à l'expérience peut-être d'Arkea et de Benoît, c'est que en tout cas, les personnes, ils aient reçu au moins les quelques éléments nécessaires pour avoir la bonne posture. Chez Mocha, nous, alors je vais peut-être vous dire 2 mots sur comment on le fait, parce que ça devient vraiment notre fer de lance et toutes les équipes sont vraiment mobilisées sur ce sujet-là. C'est vrai que souvent, moi, quand j'interviens dans les entreprises, on dit c'est le rôle des managers, on nous demande de former des managers, et je dis mais attendez, si on pouvait former l'ensemble des personnels, parce que qui mieux qu'un collègue peut voir quelqu'un qui va pas bien? En général, je me confie à un collègue, et donc je peux vous parler très rapidement de la méthode CARE, donc qui sont un peu un jeu de mots et forcément avec mocha.care, où ce qu'on fait en fait, c'est un peu ce que tu dis, Martin, c'est vois-le, dis-le et soutiens-le. D'abord, donc pour le voir, une fois que il faut que je sorte un peu parfois on voit des gens, ils arrivent au travail, ils se mettent à leur poste de travail, ils bossent et puis ils repartent. Bon, le numérique parfois nous isole aussi un peu. Là, l'idée, c'est d'être un peu ouvert et donc d'arriver à se connecter dans un premier temps et de créer le lien. C'est-à-dire que je n'impose pas mon aide, ça c'est important pour les gens qui nous écoutent. Je vois que la personne va pas bien et je peux lui dire, tiens, j'ai l'impression que tu me sembles un peu seule pour l'instant là, est-ce que tu souhaites qu'on en parle? Donc je crée le lien, je me connecte à la personne. Ce qu'on nous dit souvent et ce qu'on apprécie dans nos interventions, dans les postures, quand les gens sont formés, c'est qu'on sait écouter sans juger. Et vous savez, il y a peu de gens qui savent faire ça. Donc si vous arrivez dans vos entités à passer ce message, à former un tout petit peu sur cette écoute active, c'est-à-dire de prendre ce qui est là et vraiment votre regard, votre comportement, votre attitude physique, vous ne jugez pas. Vous êtes juste là pour accueillir ça. Ça, c'est notre deuxième point très important pour la posture du CARE. Après, quelque part, sans dénier, sans dire que c'est pas grave, surtout, il faut rassurer. Faut dire qu'en fait, la santé mentale, c'est pas la mer Méditerranée quand elle est toute plate. La santé mentale, il y a des hauts et il y a des bas, et c'est OK peut-être d'avoir une crise émotionnelle sur un open space, et peut-être même d'avoir une crise de larmes, à partir du moment où je peux le prendre en compte, je ne me sens pas jugée, et je vais identifier mon besoin et qu'est-ce qui pourrait m'aider. OK? Donc rassurer, puis aider à ce qu'on appelle désescalader, c'est-à-dire apprendre aux personnes, et ça, les bienveilleurs, je sais que Benoît, vous les avez formés à ça,
justement à faire en sorte de ne pas en rajouter, mais d'aider la personne à se contenir progressivement et à redescendre. Ok, donc là, il y a des techniques. Ça passe par des techniques corporelles, respiratoires, à aussi du verbal et du soutien. Et puis après, dernière étape, qui est très importante, encourager à s'orienter, inviter à demander de l'aide. Et ça, aller trouver des supports grâce à tout ce que Martin vous a dit, aller trouver des supports auprès des bienveilleurs s'ils sont formés. Si c'est les RH qui ont été formés, allez. En tout cas, ne pas rester seul avec ça et être capable de dire à la personne, vous avez aussi la médecine du travail, bien évidemment, qui est partie prenante. En tout cas, ne pas la laisser la personne et lui dire, voilà, si tu souhaites aller plus loin, sache qu'il y a ces ressources à ta disposition. Et ça peut être même des ressources externes ou interne, mais en tout cas, on fait quelque chose. Et je crois que là, on est tous d'accord ici pour dire que c'est ce geste-là qui est important, d'arriver à faire quelque chose. Alors, par rapport à ça, ce qui peut être intéressant, peut-être Benoît, c'est que tu nous dises avec maintenant le recul de vos 4 années d'expérience, peut-être 1 ou 2 témoignages sur ce qui t'a marqué, toi, dans les accompagnements ou dans ce qui s'est passé, dans des remontées d'informations, sur ces sujets d'accompagnement. Je ne sais pas si tu peux nous dire, je ne l'avais pas prévu de te poser la question, alors si tu n'as pas ces chiffres, mais est-ce que vous avez évité, par exemple, est-ce qu'on pourrait dire que faire ça, c'est éviter aussi de l'absentéisme, c'est éviter peut-être certaines crises, je ne sais pas. Comment on mesure en fait ce dispositif? Ouais, merci pour la question, Sylvie. Après, je vais venir sur le point, mais si tu veux bien, je veux revenir un tout petit peu sur ce que tu as évoqué un peu plus tôt parce que je trouvais ça hyper intéressant et promis, je vais pas être très long, mais hem, On a le je veux temps, on a le temps, 10 heures, on ouais, a le temps. en fait, je veux pas évidemment, je veux zoomer sur les bienveilleurs, mais je veux pas donner l'impression qu'il n'y a que ce canal. Et ce que tu évoquais tout à l'heure dans il faut un cadre, il faut un cadre très cohérent dans toute l'entreprise. Une prise de parole très claire de nos dirigeants. On a une politique de prévention des risques qui est affichée. On a pris beaucoup la parole auprès des managers, et cetera. Donc en fait, les bienveilleurs sont amenés et contextualisés. Et ça, pour moi, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, hein, sur la redondance d'informations, de prise de parole aussi, pour que finalement, ça soit OK de dire: «Bah, en fait, moi, là, je sens qu'il y a un truc qui va pas super bien, ça impacte mon job et il faut que je puisse en parler». Et ça nous a pris beaucoup de temps et ça a été, absolument réfléchi en même temps que la mise en place des bienveilleurs. Et je suis désolé, je veux insister là-dessus, mais parce que sinon on va donner, l'aspect je me défausse un petit peu, il y a un canal de bienveilleurs et puis finalement ça suffira. Mmh. Évidemment que non et évidemment qu'au Crédit Mutuel Arkea, on a réfléchi ça de manière très globale avec des prises de parole aussi de dirigeants. Tu évoquais, hein, je pense que c'est hyper important que nos leaders puissent aussi parfois nous dire: «Bah, moi-même, j'ai pas été, au top du top à des moments et ça a eu un impact sur mon job». Et ça paraît anodin, mais on ne vit ça que depuis quelques années. C'est-à-dire qu'avant, c'était un tabou total et je pense qu'on n'en parlait pas et effectivement, on avait les points que tu évoquais de dire: «Bah, finalement, ouais, ça va pas si mal et je fais face». Voilà, je voulais juste cet intermède, le faire rapidement, mais je trouvais important de le redire. OK, super. On Oui, t'a si perdu, pour info, on t'a perdu en visio, mais ça va peut-être revenir. On a perdu ta je ah vais bon? juste Ah bah OK. non, c'est moi, c'est Ah moi. bah, Non, OK, c'est bon, c'est revenu là. Voilà, ça merci. marche. Tu disais, est-ce que tu as des exemples? Oui, j'en ai pas mal et par exemple, je trouve qu'on a des choses aussi qui sont assez difficiles à détecter et je prends cet exemple-là, par exemple, de l'addiction, qui pour moi est un sujet qui est assez délicat, à la fois à accompagner et à juger. En fait, on a des bienveilleurs et des bienveilleuses qui nous ont permis, venant dans une structure, bah, de détecter ces éléments-là et franchement de désamorcer un certain nombre de situations assez complexe. Et cette thématique-là, alors je sais pas, les gens connectés pourront me dire s'ils la vivent aussi, mais nous, c'est un sujet sur lequel finalement on a repris la parole récemment et on a senti que c'est via les bienveilleurs qu'on devait reprendre cette parole-là. Et moi, j'ai trouvé ça intéressant. Et un autre sujet que, en tant que RH, j'ai trouvé marquant, c'est que on a, à peu près 2 000 informaticiens, alors dans le monde de l'IT, hein, je caricature un petit peu. Et à un moment, on a vécu pas mal de réorganisation de ce job. Et finalement, on avait, 6 ou 7 bienveilleurs qui étaient eux-mêmes dans des structures IT, qu'on sentait pas bien. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte à quel point, clairement, toutes ces réorgs-là avaient touché tout le monde. Et donc on a mis en place un plan d'accompagnement un peu dédié, à la fois sur ces bienveilleurs pour leur dire: «OK, on va suspendre un peu ta mission là parce que tu as l'air d'éprouver quelques difficultés et on va pas t'en rajouter en accompagnant des gens. Donc il faut qu'on prenne soin de toi» et ça, je trouve que c'est hyper important. Et par ailleurs,
et ben peut-être qu'on a sous-estimé l'impact de ces fameuses réorganisations successives sur toute la population. Donc voyons avec les dirigeants de ces entités pour qu'on mette quelque chose en place. Et ça, je suis pas certain que sans ces, courroies de transmission terrain, ben, on les captait aussi vite. Je pense qu'on l'aurait capté beaucoup plus tard et ça aurait été certainement beaucoup plus grave. OK. En fait, l'avantage, c'est vraiment vous avez des remontées pratiquement en temps réel de ce qui se passe. Je vois Assez aujourd'hui, rapide. on est pas mal sollicité aussi, chez Moka sur parfois des inquiétudes liées, à l'usage de l'IA, par exemple, dans les entreprises. Et du coup, beaucoup de peur, parfois sur, mon métier va être transformé, le change en fait, hein, tout ce qui concerne le change et pouvoir, développer et déployer, ce type de réseau qui s'appelle les bienveilleurs ou autres, ça peut vraiment aider, à diagnostiquer au plus tôt ces petits signaux faibles. Je vais vous parler peut-être je vais prendre 2-3 minutes pour vous parler de justement de ce déploiement qu'on fait, autour d'une formation qui s'appelle les premiers réflexes en santé mentale, qu'on a créé, parce que des RH nous disaient: «On aimerait, pouvoir, diagnostiquer un peu comme, toi, Benoît, et avoir des personnes formées à qu'est-ce que je fais quand je vois un collègue qui va pas bien?» C'est un collègue, ça peut être aussi un manager qui dit son équipe, mais moi ça peut être aussi des collègues. Et là, en fait, en 3 heures, avec l'aide du GHU de Paris, on a créé, ce programme qui est un programme, où on apprend très concrètement à agir, à repérer ses premiers signes d'abord chez soi, parce que là aussi et j'aime bien ce retour d'expérience Benoît, on se dit que pour être bienveilleur ou pour pouvoir faire ses premiers réflexes en santé mentale, faut soi-même être dans une posture où ça va bien. Si moi-même je suis en demande d'aide, je ne peux pas aider les autres. Donc là, j'ai bien entendu ton point de dire, vous êtes plus exigeant maintenant sur vos profils. Bon, nous, quand on fait premier réflexe en santé mentale, c'est vrai qu'on forme tout le monde parce que c'est un premier niveau et ça donne pas une responsabilité supérieure aux salariés dans l'entreprise. Ça leur permet juste d'avoir un premier niveau d'action, pour justement repérer ces signes et surtout, là où je pense que ça a beaucoup de valeur, savoir engager le dialogue. Moi, je rencontre souvent des gens qui me disent: «Mais personne ne m'a parlé». En fait, on n'a pas vu que ça n'allait pas et puis, même quand on l'a vu, on ne savait pas m'en parler. Donc on apprend en fait à avoir des courtes conversations, santé mentale, simplement peut-être, dire, «Comment ça va?» sur une échelle de 1 à 10 par exemple. Et si la personne me répond, bah, en fait, comme on vous pose à la question à l'hôpital en fait, à l'hôpital on vous dit pour la douleur: «Comment ça va?» Et ben, on apprend à faire ça et quand une personne vous dit qu'elle est à 2, eh ben, on va traiter ce truc-là. Qu'est-ce qu'on fait quand, mon collègue de bureau qui est voisin sur mon open space me dit: «Bah, moi en fait ça va pas trop Sylvie, je suis à 2». Et ben, on apprend aux personnes en 3 heures à avoir des premiers réflexes indispensables par rapport à ça. Et les premiers réflexes indispensables, c'est pas de me transformer en psy, je reviens là-dessus, c'est justement d'aider la personne à faire un premier petit pas pour aller à 3, ou peut-être de l'orienter auprès des bons dispositifs, qui soient ceux dont Martin vous a parlé, ou qui soient, ceux que l'entreprise a mis à disposition avec sa propre politique de préventeur ou de santé mentale quand on a la chance d'être partenaire d'une société comme la nôtre ou une autre. En tout cas, il y a des ressources ou le manager ou les RH ou je voyais dans le chat quelqu'un qui me disait, aussi enfin qui nous disait: «On a aussi des assistants sociaux». Oui, tout à fait, les assistants sociaux, ça peut être des personnes à qui on peut orienter les personnes qui peuvent aider. Donc en tout cas, on laisse pas les gens sans rien. Donc je vous invite à regarder un peu plus ce programme parce que ça permet vraiment aussi de répondre à ce sujet, grande cause nationale et de faire en sorte qu'on ait plus de collectifs, heu, en capacité d'aider et on aide dans l'entreprise. Mais ce qu'on dit aussi souvent aux personnes qui suivent ces programmes-là, c'est qu'on aide aussi en tant que citoyen. Moi, je prends le train et je vois quelqu'un qui va pas bien dans le train et qui est en train de pleurer, je peux aller lui proposer mon aide et faire ses premiers réflexes en santé mentale, si la personne est d'accord, OK? Donc ça, je pense est-ce que Martin, tu souhaites réagir par rapport à ces sujets-là? Oui, absolument. Bah, je te rejoins complètement, Sylvie, effectivement, sur le rôle que vraiment tout le monde peut jouer et l'importance, effectivement, de bien du coup s'outiller. Je voulais aussi rebondir, Benoît, sur ce sujet, je trouvais très, très intéressant sur notamment le repérage des addictions. Donc, on sort un poil vraiment du scope enfin, du pur scope de la grande cause nationale, vu qu'il y a par ailleurs d'autres politiques publiques sur les addictions. Mais c'est vrai que bon, c'est un sujet qui est quand même très, très lié à la santé mentale. Et là-dessus aussi, il y a beaucoup de ressources qui ont été produites et je trouve ça vraiment très intéressant ton retour de en fait tu l'as repéré plus vite parce que en fait vous aviez c'est quoi transmission plus proche du terrain et par ailleurs bon,
pour information, pour la petite histoire, beaucoup d'aujourd'hui de ressources de lutte contre les addictions développées par l'État et notamment par Santé publique France. Et l'exemple typique, bon, c'est une addiction légale, entre guillemets, mais c'est le mois sans tabac, en fait. Où en fait, aujourd'hui, beaucoup de ressources existantes et qui peuvent être mises en place pour lutter contre les addictions en s'appuyant sur des ressources de l'État sont justement des ressources qui capitalisent avant tout sur l'autosupport et le soutien entre pairs. Et donc, du coup, je pense que c'est peut-être pas non plus un hasard que, du coup, l'information revienne encore plus des pairs qui, justement, sont les premiers à pouvoir repérer, mais aussi à pouvoir agir. Et le but des grandes campagnes de prévention, au-delà de la santé mentale, mais aussi sur les addictions, c'est de pouvoir, justement, outiller, mobiliser les pairs et de pouvoir, si on est soi-même en souffrance ou dans une situation d'addiction, s'appuyer avant tout aussi sur ses pairs pour mieux s'en sortir. Et donc, effectivement, ouais, Sylvie, pour revenir sur ce que tu disais, effectivement, je rejoins complètement ton point de c'est vraiment important de pouvoir s'outiller, que ce soit avec de ressources existantes qui sont développées par l'État ou des ressources tierces qui sont développées par MOCA, au sein des bienveilleurs, toujours vraiment dans cette idée en fait de pouvoir s'outiller, de pouvoir en faire un sujet collectif et de vraiment pouvoir bien identifier, et je rejoins complètement ton point de je vais aller voir quelqu'un si je vois qu'il va pas bien, je vais pouvoir m'appuyer sur des ressources si je vois que quelqu'un va pas bien, mais si ce dernier est consentant et pas non plus du coup d'imposer forcément une aide dont l'autre n'aurait pas forcément besoin ou ne ferait pas forcément l'appel, parce que pour nous, l'enjeu, c'est aussi que chaque citoyen puisse bien identifier, et c'est finalement ça un peu la base, les niveaux d'action et la marche à suivre qu'on va attendre entre guillemets de lui, et avoir la bonne réaction. C'est-à-dire qu'effectivement, entre quelqu'un qui est simplement en train de faire une crise d'angoisse, par exemple, dans le train ou dans l'open space, forcément, tu vas pas du tout avoir les mêmes ressources à mobiliser, les mêmes comportements à adopter que si tu as une urgence de danger immédiat pour la vie de la personne, ou tu vois, voilà, si la personne a des pensées suicidaires ou autre chose. Enfin là, du coup, c'est soit le 3114 qu'il faut faire, soit le 15 directement. Donc voilà, en fait, il y a plein de ressources différentes qui existent, et du coup, bien adaptées aussi selon ce dont l'autre a besoin, quelles ressources normalement on va mobiliser. Merci de rappeler ces numéros, Martin. J'ai par exemple utilisé en tant que psychologue j'étais en train d'accompagner quelqu'un d'entreprise de 3114 il n'y a pas longtemps, donc la ligne sur le suicide, où vous avez aussi un site, et j'ai trouvé que ces ressources étaient juste exceptionnelles. La personne a été prise en charge et ça a vraiment aidé à avoir une qualité de soins dans ce geste d'urgence où c'est sûrement pas, et ça Benoît a bien insisté là-dessus, les personnes qui sont des salariés lambda qui peuvent accompagner. Donc oui, on s'arrête à un certain niveau. Alors peut-être pour... Peut-être Sylvie là-dessus, oui, si je peux me permettre, justement oui. parce que tu le redisais, de manière évidente aussi, leur job c'est d'orienter, et nous on tisse des relations de confiance très fortes avec tout, le personnel qu'on peut évoquer, hein, les soignants, on a des infirmières du travail, on a des assistants sociaux. Voilà, c'est d'autant plus facile quand on les oriente bien comme il faut et qu'on met ça en place. On est vraiment sur un écrou supplémentaire d'un rouage qui fonctionne comme ça et qui ne se remplace absolument pas. Et si j'ai pu, donner ce sentiment, je voyais un petit commentaire dans le chat, c'est absolument pas le cas. Bien au contraire, ce qu'on note aussi, c'est que ça nous permet de concentrer nos efforts pour aller chercher les bons interlocuteurs professionnels pour nous aider, et souvent, au bout du bout, on fait intervenir des gens dont c'est le job, qui sont pas forcément des internes, et c'est OK comme ça. L'idée, c'est qu'on aille justement chercher de l'expertise. OK, merci. On va bien évidemment prendre du temps pour répondre à vos questions, donc vous pouvez les poser dans le chat, ça sera plus facile pour vous pour y répondre. Pour finir et donner une petite conclusion, on vous met là 5 conseils un peu immédiats. Le premier, on vous l'a dit et redit, et chacun l'a dit à sa manière avec ses mots. On n'est pas là pour diagnostiquer, on n'est pas là pour enfermer, pour mettre un diagnostic. Déjà, c'est compliqué pour les professionnels d'en mettre un, donc surtout, on ne fait pas ça. En revanche, le conseil, c'est de repérer les micro-changements. C'est des micro-changements dans la vie d'une personne qui vont peut-être aider à voir qu'il y a quelque chose qui est différent. Un micro-changement, c'est quoi? C'est je suis isolée alors que d'habitude je déjeune avec mes collègues. C'est peut-être un changement d'humeur. Je vois que je suis un peu taciturne. C'est peut-être quelqu'un qui parle moins ou qui parle trop. Voilà, vous voyez, c'est des choses en fait, c'est un peu le jeu des différences, et je vois qu'il y a quelque chose de différent. Alors, c'est pas parce que je suis différent que j'ai forcément un sujet, mais en tout cas, c'est ça qui peut aider à identifier des signaux faibles. Le plus tôt possible, on agit le plus tôt possible, malgré les peurs que j'ai énoncées, la peur de se tromper, la peur en fait,
il n'y a pas de danger d'aller parler avec quelqu'un et de lui dire tiens, ça serait ok qu'on prenne un petit café ensemble, un petit verre d'eau, quelque chose, et d'avoir cette première conversation, en fait finalement assez banale. Adopter la posture care, donc vous avez vu comment on fait, et surtout être bien dans cette écoute. On se rend compte que il y a de moins en moins de personnes qui savent écouter, donc faites-le. Dans ces formations, on apprend à écouter, à se taire en fait, et à juste donner la place à l'autre. Clarifier les relais et les circuits de remontée, donc là avec toutes les aides dont Martin vous a parlé, ou en RH aussi en mettant vos aides internes, avoir une page quelque part qui clarifie vers qui je m'adresse, à qui je parle, où sont les ressources. Ça, c'est bien d'avoir ça à disposition. Parler de la médecine du travail et de la médecine aussi, qui est souvent pluridisciplinaire, donc avec les services sociaux, les infirmiers du travail, c'est une bonne idée. Et puis l'idée, même si là on est sur la semaine de la QVCT, l'idée c'est de faire quelque chose de durable. C'est-à-dire que là, ça nous aide de ponctuellement pouvoir parler de ces sujets dans ces moments-là, mais profiter de ces moments-là pour inscrire ça dans une politique durable. La santé mentale, grande cause nationale, Martin, tu nous l'as dit, ça a pris 2 ans parce que la première année, le gouvernement n'avait pas forcément eu assez de temps, et ce que je comprends bien, à travailler là-dessus. Mais en fait, entre nous, on a envie que ça soit une cause qui prenne les 20 prochaines années, tellement il y a de l'enjeu et des sujets. Donc, en fait, prenez le temps de travailler sur ce sujet-là de manière durable. Pour conclure, j'ai envie de vous donner chacun la parole, que vous puissiez nous dire un peu le mot de la fin, le conseil de la fin, ce qui vous semble important pour vous. Qui veut le prendre? J'ai pas d'ordre. Qui veut donner son mot de la fin? Je peux me lancer si tu veux, et Benoît, je te Allez laisserai Martin, c'est le mot de parfait. la fin. De toute manière, tu as déjà extrêmement bien résumé notre position, Sylvie. Voilà, mais effectivement, nous, en mot de la fin, c'est vraiment de bien redire que la santé mentale, et c'est le sens de cette grande cause nationale, c'est un sujet majeur, et c'est un sujet qui concerne absolument tout le monde. C'est vraiment un sujet sur lequel on a tous un rôle à jouer, et sur lequel on a des ressources qui existent pour pouvoir jouer un rôle à la fois en tant que structure, à l'échelle de sa structure de désorganisation, et notamment la charte dont je vous parlais tout à l'heure, sur laquelle vous pouvez aller, déjà je vous invite à aller la consulter, et de la valoriser au sein de votre organisation. Si peut-être d'ailleurs vous faites partie d'organisations qui sont déjà signataires, ce n'est pas impossible, déjà je crois il y a déjà plus de 170 signataires de la charte, d'entreprises de toute taille. Mais donc si ce n'est pas encore le cas au sein de votre structure, vous pouvez la valoriser. Et de la structure à l'échelle individuelle, vous renseigner sur la santé mentale si ce n'est pas déjà fait, perfectionner vos connaissances, en parler autour de vous, pour que vraiment, nous, notre objectif, et c'est le rôle aussi de la puissance publique, c'est d'accompagner les changements. Personne n'a attendu que le gouvernement commence à parler de santé mentale pour que les gens parlent de santé mentale, mais on voit bien que depuis qu'on est en train de le faire, il y a vraiment des boules de neige qui sont en train de se créer, des nouvelles synergies qui sont en train de se créer au sein de la société, accompagnées par les aides qui existent. Et donc, pour, j'ai envie de dire, presque revendre le mouvement, de vous tourner vers les ressources qui existent pour vous, pour vos proches et pour vos organisations, qui sont toutes bien entendu, sur santémentale.gouv.fr. Merci Martin. Benoît? Ouais, tu as effectivement dit beaucoup de choses, Martin, et toi aussi, Sylvie, mais c'est vraiment clarifier, périmétrer, c'est quoi les rôles et responsabilités, et il y a vraiment de l'engagement à aller chercher, de l'engagement de tout le monde dans l'entreprise, cette complémentarité qui fait que ça va fonctionner. Moi, je crois que ça se construit dans la durée, tout ça. Faut pas tarder à le mettre en place, parce qu'on par contre, faut l'animer dans la durée, et ça aussi, c'est hyper important, cette notion d'animation et de mettre de la ressource dans l'animation, et je crois que c'est comme ça que ça fonctionne, parce que finalement, on va créer un espèce de cercle vertueux à: «Je suis habitué à l'utiliser, je suis habitué à avancer là-dessus», et ça fonctionne bien. Donc il y a vraiment ce mouvement un peu perpétuel, et je me dis, vu les webinaires qu'on est en train de faire, qu'on a tous une volonté commune, donc on voit que ça va percer. OK, super. Merci. Il y a peut-être quelques questions qu'on va prendre dans le chat. Alors, qu'est-ce qu'on a comme questions? Il y a des questions récentes là qui sont arrivées. Bon, Sandrine, du coup, afin d'être accessible à tous pour faire le collectif empathique, les formations sont-elles gratuites ou financées par l'État dans le cadre de la grande cause nationale? Ah ben moi j'aimerais bien que l'État finance, mais je crois que ça, ça me paraît un peu. Enfin voilà, c'est comme les formations secouristes sauveteurs du travail, je pense que ça me paraît difficile. Mais enfin, je laisse Martin répondre à cette question-là, si tu veux Oui, bien. alors, je ne
je ne saurais répondre pour Moka en Oui. particulier. Après, effectivement, alors, moi, je vais parler uniquement sur le champ de la communication. Effectivement, il y a tout un tas de ressources qui existent. Certaines sont des solutions payantes, d'autres sont des solutions gratuites. L'idée, c'est qu'elles sont aussi complémentaires. Et donc, après, plus globalement, bien entendu, l'État soutient tout un tas d'initiatives, que ce soit financièrement ou autrement que financièrement. C'est-à-dire, c'est aussi par de la valorisation, par de la synthétisation de ressources qui existent. Donc aujourd'hui, il y a un petit peu tout sur l'étagère, avec après, bien entendu, des solutions plus spécifiques et plus adaptées aux besoins des structures et des différents individus qui sont aussi portés par des acteurs qui ne sont pas l'État, et c'est bien naturel. L'idée étant vraiment, là encore, que des solutions puissent aussi être développées par toutes et tous. Super, merci. Moi, j'ai envie de rajouter peut-être, il y a quelque chose que j'ai pas vu là sur les. Ok. En fait, vraiment l'important et la communication dont Martin nous parle, c'est vraiment d'aider à déstigmatiser. Des sujets santé mentale, il y en a toujours eu, je pense. On en a effectivement, on constate qu'aujourd'hui, il y en a plus, et c'est multifactoriel. Il y en a plus peut-être suite à la pandémie, il y en a plus peut-être avec le numérique, il y en a plus peut-être avec l'arrivée de l'IA, enfin, dans une structure aussi un peu plus anxieuse qu'est la société qu'aujourd'hui. Et en même temps, sur des structures gratuites, il y a des prises en charge dans des établissements, enfin, il y a des choses qui existent. Maintenant, en entreprise privée, je pense que c'est aux entreprises de s'emparer de leur sujet, comme ils se sont emparés des politiques de prévention sur d'autres sujets, et de mettre en place des choses eux-mêmes, en accord avec des partenaires comme Moka. Mais là, c'est pas à l'État d'intervenir. En revanche, nous, on est content en tant qu'entreprise de pouvoir bénéficier d'un certain nombre de ressources que l'État nous met à notre disposition. Voilà comment je peux rentrer. Alors on a comment, au-delà des managers, comment les salariés sont accompagnés à libérer cette parole? Alors au-delà des managers, comment les salariés sont accompagnés à libérer cette parole? Est-ce que Benoît, tu veux répondre? Au-delà des managers, comment les salariés sont. Ouais, alors c'est évidemment, des campagnes de communication, très régulières sur ce sujet-là. C'est des engagements qu'on a pris aussi d'expliquer la politique de prévention des risques qui était la nôtre sur ces sujets, avec 3 dimensions d'action, dont la santé mentale, donc santé physique, santé sociale, santé mentale. Donc on a fait toute une vague d'informations et de formations, et effectivement, ce qu'on fait aussi, c'est des retours d'expérience, hein, de collaborateurs qui ont pu dire comment ils ont utilisé ce type d'accompagnement, type bienveilleur, mais pas que, hein. On est aussi partenaire de Moka, donc on met en avant, donc on a pas mal de canaux différents, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est finalement comment on anime ce sujet, et c'est toujours le plus compliqué. On sait qu'il faut être redondant et on sait qu'il faut jouer un peu sur tous les canaux pour pouvoir le faire. Moi, j'ai le sentiment que le retour d'expérience, réel, je dirais, et pas le joli testimonial marketing là qu'on voit dans toutes les pubs, mais des vrais cas de figure qui nous sont arrivés et qu'on a accompagnés, j'ai l'impression que c'est ça qui fait que, on arrive à engager d'autres personnes à la fois parler et agir sur ce sujet. Mmh. J'ai Moi, vu tout à l'heure, Sylvie, si tu permets, je crois qu'il y avait pas mal de questions sur l'identification des bienveilleurs. oui. En fait, c'est des gens alors des bienveilleurs peuvent coopter d'autres bienveilleurs. Ce sont aussi des gens qui peuvent se porter volontaires. Ce sont aussi des échanges qu'on a avec leur RH, et systématiquement, on a des échanges, donc nous, notre équipe, avec ces, «candidats potentiels» entre guillemets, et on voit avec eux, ce que ça peut impliquer, comment on les accompagne, et cetera. Et je crois qu'il y avait une question aussi sur la formation. Je crois l'avoir dit, mais je le redis, c'est une formation bien spécifique qui va au-delà des 3 heures que tu évoquais, parce que nous, ils vont un petit peu plus loin. Donc on est sur à minima une journée complète, et nos bienveilleurs et bienveilleuses ne sont identifiés comme tels que lorsqu'ils ont suivi toutes ces formations et validées. OK. OK. Alors c'est vrai que chez Moka, cette formation de 3 heures, c'est un premier petit pas. Ouais. Et qu'après, si on veut aller plus loin, on a des formations effectivement d'une journée où on peut aussi équiper, outiller des managers, des RH, des populations spécifiques. Et ce qu'on aime bien aussi, et j'aime bien dans ta démarche, c'est pas qu'une formation, c'est-à-dire que tu les formes au début de 2 jours et après ça continue. Alors je sais plus si c'est toi qui faisais du co-développement par Ouais, exemple, mais l'idée c'est c'est ça. vraiment d'animer voilà cette communauté qui va continuer à apprendre au fil de ses expériences, à partager peut-être les cas qu'ils ont rencontrés. Et vraiment quand on s'engage sur ce type de prévention, ça a des énormes retours de quelque part de mieux identifier et de traiter au plus tôt, mais du coup, ça nécessite un engagement de l'entreprise avec une formation qui est du durable. Ça, je pense que tu l'as bien dit et c'est important. Et sans arrêt, peut-être qu'il y a une formation initiale, mais après, d'ailleurs, on continue. D'ailleurs, en tant que professionnel de la santé, je vais vous dire, moi, en tant que psychologue, je me forme chaque année. C'est presque une obligation, mais je dépasse parce que c'est une obligation
de continuer et même de se faire superviser. Donc, même si vos bienveilleurs ne sont pas des psychologues, et c'est pas ce qu'on veut, mais à un moment, ils sont en contact avec l'humain, et plus on peut leur apporter un cadre sécurisé où vont pouvoir parler et avoir des retours d'expérience, mieux c'est. Et ça, je sais que Benoît, vous le faites. Mmh. Bon, il est 11h59. Je pense qu'on a pu répondre à toutes les questions. Je vous remercie infiniment, Benoît et Martin, d'avoir pris ce temps-là, sur votre temps, pour pouvoir animer ce webinaire, de donner vos tips. On pourra, pour les personnes qui se sont connectées, peut-être vous adresser les éléments qui sont là, les quelques slides. Et puis, si vous voulez en savoir plus, bien évidemment, nous sommes à votre disposition pour avancer sur vos politiques de prévention en santé mentale. Merci aux participants, merci à vos questions, par rapport à vos questions. C'était tout à fait intéressant. Et puis, j'espère à très bientôt dans d'autres webinaires. Merci à vous. Merci Au revoir. beaucoup.